J'espère que vos chambres ont été testées parce qu'ils démontent tout. J'ai failli tuer 4 infirmières. J'ai planté une fourchette dans le bras à Samir. Tu as tout cassé, hein? C'est pas bien ce que tu as fait. Ça veut dire, hein. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur M6. Ce soir, avec Zone Interdite, nous explorons l'univers de la folie dangereuse. Des malades qui ont tué ou qui pourraient passer à l'acte. Voilà pourquoi ils ne sont plus gérés en hôpitaux psychiatriques ni même en prison, mais dans les UMD, des unités pour malades difficiles. Vous connaissez peut-être celle de Villejuif, ouverte en 1910. C'est en tout cas la plus ancienne de France. Mais on en compte une dizaine aujourd'hui dans le pays. 10 UMD pour 620 patients enfermés à l'heure actuelle. Des hommes et des femmes internés de force par le préfet dans ces lieux hyper protégés, hyper surveillés, où l'encadrement médical est maximal. On y trouve une majorité de schizophrènes, mais aussi des retardés mentaux et des psychopathes. Et un séjour moyen dans une UMD, c'est 6 mois. Et pourtant, certains malades y passeront toute leur vie, à raison de 420 € par jour de prise en charge. Alors que deviennent ces malades ensuite? Sont-ils vraiment suivis et soignés? Terminent-ils dans la nature? Nous en parlerons tout à l'heure en plateau avec le psychiatre Alexandre Baratta. Mais d'abord, voyez cette enquête saisissante et émouvante que nous déconseillons ce soir aux moins de 12 ans. Elle est signée Laurence Deleur pour Ligne de Mire et pour Zone Interdite. À tout à l'heure. Quelques jours avant Noël, à 4 km du centre-ville d'Albi, dans le sud de la France. Derrière ce mur d'enceinte, un hôpital d'un genre particulier. Il accueille des malades psychiatriques dangereux. Il a ouvert il y a quelques semaines seulement et il va recevoir aujourd'hui son 7e patient. Un homme décrit comme très dangereux, qui se prend parfois pour un animal et possède une force herculéenne. 14 h, c'est en ambulance que le nouveau malade arrive, après avoir franchi un sas de sécurité. Le comité d'accueil est impressionnant. 6 aides-soignants, infirmiers et agents de sécurité. Ils veulent d'emblée montrer aux patients que la force est de leur côté. Bonjour. Regarde Samir. C'est ma planète. Bonjour. Ma planète ici. C'est ma planète. Samir, 33 ans, sort attaché sur un brancard. Ça va? Bien, merci. Je suis pas méchant, je suis pas méchant. Très mieux, nous non plus. Ça tombe bien. J'ai quand même froid. Allez, par ici. Allez. Bonjour, Madame Maris. C'est le protocole, Samir est emmené directement en chambre d'isolement. 4 murs nus, un lit et une caméra de surveillance branchée en permanence. Il doit y passer au moins 24 heures. Il n'y aura pas besoin des conditions au lit. Tu peux les préparer? On peut les préparer? D'accord. Des contentions, c'est-à-dire des sangles, au cas où le malade commencerait à s'agiter. Bon, je vais vous expliquer un petit peu. Le médecin viendra vous voir dans l'après-midi, le docteur Tellier, je pense, ou monsieur Hochstetter, un des deux. Il passera vous voir pour vous expliquer un petit peu où c'est que vous êtes, comment ça va se passer. Là, pour l'instant, vous allez rester en chambre. Hein? Vous m'entendez? Samir. Samir. D'accord. Tu sais parler quand même. Moi, j'ai pas compris quand vous faites ça. Il faudrait essayer de me parler. D'accord? D'accord. Test de mon cœur. Oui, c'est très gentil. Très, très gentil. Donc, vous avez compris que le médecin viendrait vous voir dans l'après-midi? Ouais. D'accord? Pour l'instant, on va vous laisser là, tranquille. D'accord? Vous essayez de vous reposer un petit peu. Et le médecin viendra vous voir. Je suis pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué? Si, un petit peu là. Après le voyage, Samir. De toute façon, il va falloir vous reposer ici. Il va falloir rester ici. Samir était devenu ingérable dans son service psychiatrique. Les 2 infirmiers qui s'occupaient de lui jusqu'à maintenant vont décrire à la nouvelle équipe le comportement inquiétant de ce patient. Il est hospitalisé chez nous donc, depuis février 2011, toujours très labile au niveau de l'humeur, de comportement, exaltation, agitation psychomotrice quasi permanente. Beaucoup de bizarreries comportementales, comme vous avez pu le voir. Il fait le dauphin, la panthère. Donc ça nécessite un maintien quasi systématique en chambre d'isolement. Et le recours à la mise sous contention aussi régulièrement. Parce que j'espère que vos chambres ont été testées parce qu'ils démontent tout.
faut le savoir. Il démonte tout, il va trouver des combines, mais il démonte tout. Nous, des fois, même, on croit qu'il est vraiment 2 dans la chambre. Il a tendance à mordre, c'est affolant, quoi. Mais c'est un truc, j'ai jamais vu ça. Ouais. Et souvent, quand je disais il se prend pour un chien, il se prend régulièrement pour un chien dans ses délires et il mord comme un chien. Il te lâche pas. Ok. Il y a un potentiel de dangerosité énorme et qui peut exploser à tout moment. Okay. Un cas extrême, y compris pour des soignants expérimentés. Ouais, mais faut faire attention, vigilant. C'est à 4 qu'il retourne le voir. Samir! Samir, asseyez-vous sur le lit, s'il vous plaît. Asseyez-vous, merci sur le lit. Merci, Samir. Je vois une personne qui est malade. D'accord, on verra plus tard, Samir, pour l'instant. Pour l'instant, vous vous reposez ici, après on verra plus tard. D'accord? Jusqu'à 50, je parlais de dépasser 50. On va essayer de faire pour le mieux, d'accord, Samir? On va essayer de faire pour le mieux, pas de problème. Pas question de mêler tout de suite Samir aux autres patients. Dans les jours qui viennent, les soignants et les psychiatres vont observer son comportement. Marchez un petit peu, Samir. Vas-y, je te m'excuse. Oui. Mais c'est que tu comprends pas, tu veux toujours qu'il nique les femelles. Marchez un peu. Tu veux niquer sur Samir, on marche. Pour le moment, il ne peut donc sortir que dans cette cour grillagée aux murs épais. Oh, papa, dis, maman, dis, gentil, dis, gros, dis, tao. C'est flip, bon. 5 nouvelles UMD, des unités pour malades difficiles comme celle-ci, ont ouvert depuis novembre 2011. La France compte désormais 650 lits contre 450 auparavant. Si ces établissements se sont multipliés, c'est à cause d'un meurtre qui a fait les grands titres des journaux télévisés il y a un peu plus de 5 ans. Une tragédie à Grenoble où un étudiant de 26 ans est mort sauvagement poignardé en pleine rue par un déséquilibré échappé d'un hôpital psychiatrique. Le crime en plein centre-ville de Grenoble fait grand bruit. Le chef de service de l'hôpital qui soignait ce patient est obligé de se justifier devant les caméras. Il n'y avait pas de geste agressif ni envers les autres patients, ni envers le personnel. Ni envers les visites qui venaient de l'extérieur. Enfin bon, c'est quelqu'un qui était très compliant, qui prenait son traitement. Il avait de fortes doses de traitement depuis très longtemps. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, convoque immédiatement plusieurs de ses ministres. Quelques jours plus tard, il annonce un plan de sécurisation des hôpitaux et surtout la création de ces nouvelles unités censées protéger la société de ces malades dangereux. À Albi, l'équipe de l'UMD a accepté que notre caméra suive pendant plusieurs mois son travail au plus près des patients. À l'extérieur, une enceinte de plus de 4 mètres de haut, des murs en béton armé, 21 caméras de surveillance, des grillages autour de chaque cour. À l'entrée, des agents de surveillance. Et pour chaque personne travaillant sur le site, cet appareil, le DATI, porté en permanence sur soi, est destiné à donner l'alerte en cas d'agression. À l'intérieur, des hommes venant de toute la France, hospitalisés de force par les préfets. Ils sont atteints de schizophrénie pour plus de la moitié d'entre eux, de paranoïa, de psychose infantile. S'ils sont internés ici, c'est parce que la maladie les a rendus violents. Coups, tentatives d'étranglement, viols, meurtre même pour certains. Allez-y. Clément est un cas exceptionnel pour une UMD. Il y a quelques mois encore, ce jeune homme de 32 ans menait une existence totalement normale. Un travail, une compagne, et puis brutalement, une bouffée délirante très aiguë le conduit dans un premier hôpital psychiatrique. Là-bas, Clément se retrouve du jour au lendemain au milieu des fous. L'angoisse l'envahit. Le jeune homme veut s'échapper. Un infirmier l'en empêche, il l'agresse et le frappe sévèrement au visage. Clément s'enfuit et menace de se jeter d'une grue. Le préfet et les médias sont prévenus. Au nom de la nouvelle politique de tolérance zéro, la sanction tombe. Clément est interné de force à l'UMD. Bienvenue dans ma chambre. Une pièce de 9 mètres carrés avec un lit, un petit bureau, un tabouret, le tout scellé au sol. Ça fait 2 mois et demi que je suis là, dans cet hôpital prison, on va dire. Ça fait 2 mois et demi que vous dormez là. Voilà, ça fait 2 mois et demi que je suis entre ma chambre et la cour qu'on a juste en face. J'ai pas fait un pas de plus. Mais l'homme s'habitue à tout, la preuve.
Pour moi, ça a été un véritable choc puisque tout s'est passé, tout a basculé du jour au lendemain. Et je me suis retrouvé en fait dans une prise en charge psychiatrique, donc ici, en très peu de temps. Et c'est vrai que si on m'avait dit il y a 2 mois que je me retrouve là, j'étais à des années-lumière de penser ça. Sa famille aussi était loin d'imaginer un pareil bouleversement. Dans le sud de la France, nous avons rencontré la mère et la compagne de Clément. Elles ont directement vécu sa descente aux enfers. Bon, on va regarder les photos alors. Clément était un jeune homme épanoui, étudiant les lettres, aimant le sport et les voyages. Mais il y a quelques mois, sa famille remarque qu'il ne va pas bien. Ses proches le croient d'abord dépressif, puis comprennent qu'il souffre en fait de troubles psychiatriques. On sentait que son humeur changeait, il était triste, il était aux aguets, suspicieux. On voyait qu'il était hanté par une idée obsessionnelle, une idée toujours la même, on l'épiait. Il s'est mis à avoir une terreur de toutes les personnes qu'il voyait dans la rue, même se dire qu'il était sur écoute téléphonique, tout. Il était terrorisé, tout le monde le poursuivait, on voulait le tuer, tout simplement. Alors il voulait fuir, il voulait mettre fin à ses jours. Il disait qu'il pouvait, c'était insupportable. Le délire était si ancré que Clément a pris pour cible sa propre compagne, Céline, qui vivait avec lui. On a vécu des choses très dures parce que, bon, tout à la fin, même moi, il me doutait si je faisais pas partie de son délire, en fait, ou de son complot. Je ne pouvais pas faire la part du réel et de l'irréel. Clément est passé en quelques jours d'une vie totalement normale au sein de la société à une vie de malade isolé derrière des hauts murs. Comment va-t-il supporter un tel enfermement ? Dans l'unité, 20 malades maximum qui restent en moyenne 1 an. Pour s'occuper d'eux, une équipe de plus de 50 personnes. La prise en charge de chaque patient coûte 420 € par jour. Le prix à payer pour prendre soin d'eux correctement, tenter de les stabiliser et être en mesure de les renvoyer rapidement dans un service de psychiatrie classique. La cour, les patients s'y rendent dès qu'ils le souhaitent. Elle offre un semblant de liberté. Les dialogues fusent, parfois surprenants. C'est une MD pour unité de maladies difficiles. Pour résoudre notre pathologie. Chacun a sa pathologie et chacun a son histoire. Ça y est, le psychiatre a parlé. Donc, notre but ici, c'est de guérir notre pathologie et de réussir de sortir le plus possible et trouver un moyen de la vie quotidienne. Le but ici de tout le monde. Alors moi, j'ai aucune pathologie. Le médecin me dit que je suis paranoïaque. Et moi, je prends pas du tout. Alors le problème, c'est ça. Sous ces airs de cantine, chaque repas collectif respecte des règles strictes. Chacun a sa place attribuée. Les patients sont servis à table pour éviter toute agitation et ils sont surveillés en permanence. À la fin du repas, l'aide-soignant de service a une tâche un peu particulière à accomplir, ramasser les couverts. Qu'est-ce que vous faites avec les couverts ? Je les compte et quand ils y sont, eh bien, je les mets là et après je vais les mettre à laver et je vais les recompter une deuxième fois. Pourquoi vous les comptez ? Parce que ils peuvent s'en emparer et ou se blesser avec ou blesser les autres. C'est quand même en inox et c'est quand même potentiellement dangereux donc on n'est jamais trop prudent quoi. Voilà. C'est quand même des gens qui sont ici pour avoir fait des choses assez graves donc c'est plus sage de compter les couverts. Quoi. Et pendant ce comptage, aucun patient ne peut quitter la salle à manger. Ouais, c'est bon, on peut. Je m'installe. Voilà. Ok. Le docteur Hochstetter est l'un des 2 psychiatres de l'unité. Ah, bonjour Alexandre. Je vous vois. Pas tout de suite parce que là je vois quelqu'un d'autre. Hein mais si vous voulez, on peut se voir tout à l'heure. D'accord. Sinon, ça va. Ça va, ouais. Lui aussi vient d'arriver comme les patients et il cherche encore ses repères. Ce matin, il reçoit pour la première fois Samir, arrivé la veille. Chose rare, le médecin a accepté que nous assistions à cet entretien.
Bonjour Samir. Samir a 33 ans. Il est malade depuis l'âge de 17 ans, période de ses premières automutilations. Dans son ancien hôpital, il était à l'isolement quasiment 24 heures sur 24, tellement menaçant qu'il était même parfois attaché une semaine entière. Alors là, maintenant, le fait que vous soyez ici à l'UMD d'Albi, qu'est-ce que vous... Ouais. Je voudrais une maison. Vous voudriez une maison? Oui, une maison plein pied. Plein pied? Plein pied, ouais. Ouais, enfin, ici, on est à l'UMD, hein, Samir, hein? Il faut du temps. Ouais. Il faut du temps. Pas précipiter les... Alors ça, vous avez raison, on va rien précipiter, hein, Samir. Ah, rien du tout. Ouais. Et vous êtes les meilleurs. Parce que celui-là d'hier n'était pas meilleur. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites, là, Samir? je fais de la relaxation. Comment? De la relaxation. Je médite. Là, vous allez rester dans cette chambre pour l'instant, mais progressivement, vous pourrez faire des activités, vous aurez accès à un certain nombre de choses. D'accord? Je vous dis au revoir et à bientôt, Samir. Depuis son arrivée hier, ce patient continue de délirer en permanence. Il n'est jamais dans la réalité. Une fois la consultation terminée, le médecin va faire le point avec les soignants. Bon, il est encore bien... on ne peut pas avoir de discussion cohérente. Hein. D'accord. Alors, vraiment, pas du tout. Hein. On verra comment ça évolue. Voilà. Il peut rester longtemps à l'isolement, un patient comme lui? Ah oui, alors là, l'isolement, ça peut durer très longtemps, hein, s'il le faut, oui, bien sûr. Alors, il faut bien comprendre que l'isolement, c'est pas du tout punitif. Hein. Faut vraiment, je tiens à le dire, parce que dans l'idée du public, chambre d'isolement, ça fait punition. Pas du tout, c'est du soin intensif. Puisque ce patient, par exemple, dont on parle, là, aujourd'hui, je l'ai vu plus épuisé qu'à son entrée. Et donc, l'isolement, ça leur permet évidemment de se poser et d'être moins épuisé au bout d'un moment. Hein. La chambre d'isolement est filmée 24 heures sur 24. Une façon de s'assurer que le patient ne se fait pas de mal et d'observer son état. Agitation, délire, insomnie, prostration, chaque comportement est étudié. Dans le cas de Clément, l'UMD va tenter de le réadapter au monde extérieur après sa crise délirante. Tous les jours, il retrouve Lucille, l'ergothérapeute. Son métier, soigner les patients à travers des activités manuelles, collage, dessin, peinture, poterie, des occupations prétextes pour améliorer la relation aux autres. Vous m'aviez parlé des magazines de décoration. Lucille travaille depuis 6 ans avec ce genre de patients. Des gens comme Clément qui ne supportent pas l'enfermement. Après un long silence voulu, elle va trouver les mots pour dialoguer avec lui. Par mesure de sûreté, un soignant est présent pendant les séances. Ici, on est entouré de murailles. C'est des barrières que vous mettez, oui. Je pense que... on se les met pas, non, elles sont réelles. Je pense qu'il ne faut jamais enfermer un animal dans un angle. Il faut toujours laisser une sortie, une porte de sortie. Donc là, vous vous sentez enfermé. Moi, je pense que vous avez une petite liberté. C'est celle de créer, d'avoir une créativité, mais c'est aussi celle de penser. Et peut-être profiter de cette hospitalisation pour... C'est ce que je fais. Et pourquoi pas tenir un journal, écrire... La porte de sortie, vous allez vous la fabriquer. Voilà. Tout seul, dans votre attitude. Aujourd'hui, Lucille a demandé à Clément d'illustrer sa propre violence. Le patient a représenté ce drôle de personnage. Donc on voit ce personnage un peu hirsute, un peu électrisé comme ça, un peu presque vibratoire. Voilà. C'est ça la violence que vous en faites. C'est quelqu'un d'hirsute qui... C'est quelqu'un qui nous échappe en fait, c'est un personnage qui nous échappe, la violence. C'est un personnage qui nous ressemble pas, qui subitement sort de ses gonds, pour je sais pas pour quelle raison. Et puis tout s'enchaîne très vite. Et pour le meilleur et pour le pire.
Le corps de Clément est très figé, comme un automate. Il marche lentement, il parle lentement. Les effets du lourd traitement que son précédent hôpital lui a administré après l'agression brutale d'un infirmier. Contrairement aux autres patients ici, il n'a pas l'habitude des médicaments. C'est la première fois de sa vie qu'il en prend. Ouais, il demandait un petit peu ce qu'il À l'heure de la avait. relève, entre soignants, on parle justement de son cas. Des infirmiers l'ont rencontré en entretien ce matin, mais sans résultat. Il n'arrive toujours pas à reconnaître vraiment qu'il a été violent. Il est toujours dans la banalisation par rapport au passage à l'acte qu'il a pu avoir. Il nous a raconté l'histoire jusqu'à l'entrée à l'UMD. Mais dès qu'on essaie de creuser certaines parties, notamment les passages violents ou les passages un peu flous dans l'histoire, il ne va pas plus loin. En fait, il tourne un peu autour du pot, il nous embarque vers d'autres choses, mais on a du mal à tirer certaines ficelles. Il nous donne en réponse ce qu'il pense qu'on attend de lui pour qu'il puisse sortir de l'UMD, en fait. Pour sortir de ces murs, Clément va d'abord devoir mettre des mots sur l'agression violente qu'il a commise. Impossible, pour le moment, de dire quand il s'en ira. Voilà. Une urgence pour Ludovic, l'infirmier. Un patient, Cyril, est persuadé qu'on lui a pris sa revue de moto. Son visage est fermé, tendu. Sa colère peut exploser à tout moment. Daniel s'est trompé en écrivant le nom d'un patient sur le bouquin. Elle a écrit son nom à lui alors que c'est pas lui. Allez, venez à moi. L'erreur est insignifiante en apparence, mais pas pour un patient comme Cyril. Allez, installez-vous. Il ne supporte aucune frustration. Ludovic, qui a de l'expérience, le sait et préfère donc lui parler. Alors, cette histoire de livres. J'ai bien compris que vous vouliez que ce soit vos livres. Le premier cas, c'est que ces livres ont déjà été achetés par un autre patient. Quand on les a achetés, Daniel s'est trompé en marquant le nom. Elle vous a confondu avec un autre patient, donc elle a marqué votre nom sur ces livres. Ces livres ne sont pas vous, ils sont un autre patient. Contre, Cyril a 28 ans. Il souffre de troubles de la personnalité et d'un retard mental. Lorsque ce patient est frustré, il peut devenir agressif. Non, cela, je vous ai expliqué, Cyril. Je vais aller voir dans votre dressing si je ne trouve pas les livres. Si je trouve les livres, je vous les porterai. Si je ne les trouve pas, demain on en achètera d'autres. Je ne peux pas faire mieux, moi, Cyril. Vous êtes un peu déçu? Ça ira mieux demain, ne vous inquiétez pas, ça ira mieux demain. Très bien, Cyril. Merci. C'est normal. Je comprends. Mais c'est très bien, mais je sais bien que vous comprenez, C'est pour ça qu'on vous explique, parce que vous êtes quelqu'un qui comprend. Donc, on peut vous expliquer les choses. Hein? Il ne faut pas vous excuser, il n'y a pas de raison de s'excuser. Allez prendre le goûter. Oui. Je suis persuadé qu'on vous a mis l'angoisse énorme. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes capable de comprendre. Non, je voulais voir les affaires de Cyril pour voir si on n'avait pas ses revues de moto. Ouais, je sais pas. Les affaires des malades sont rangées dans cette pièce. Ils conservent très peu d'effets personnels dans leur chambre et ils sont sous clé. Mickey. Ah ben non, j'ai des Mickey. On va aller voir dans sa chambre. Parce que chez eux, l'angoisse monte rapidement par rapport à ça, quoi. Donc, si on peut les rassurer, c'est quand même notre métier, quoi. C'est quoi. Si vous ne faites pas, le risque, c'est... Ben, le risque, c'est... Oui, le risque, c'est que ben, y a un clash, il y a une réaction qui ne soit pas adaptée, quoi. Même pour une petite revue Même pour une frustration que pour représenter une revue de moto. Ça peut arriver, oui. Je vais donner le traitement ici besoin à Cyril. Cyril, très perturbé, tient absolument à prendre son si besoin, un traitement supplémentaire prévu en cas d'urgence par le psychiatre pour calmer les angoisses. Un peu énervé, là. Oui, énervé, je ne sais pas si c'est le mot, Cyril, réellement. Voilà, ouais. Désappointé, frustré, mais énervé, je ne suis pas sûr que ce soit le mot adapté. Mais enfin, après, c'est vous qui le ressentez. C'est dans la cour que le jeune homme a eu envie de se confier à nous. Pendant l'entretien, une caméra veille sur notre sécurité. En discutant avec lui, nous découvrons un jeune homme très seul. Il n'a pas revu sa mère depuis 3 ans et il raconte que petit, son père le frappait. Une brutalité qui en aurait engendré d'autres. J'ai une enfance très compliquée. Mon père, il me battait.
Depuis la naissance, il me baisse à coups de martinet jusqu'au sang, le dos jusqu'au sang, les fesses jusqu'au sang, tout jusqu'au sang. Et voilà, le problème, c'est que c'est venu de là, j'ai dû avoir des problèmes de comportement. Et pourquoi est-ce que vous êtes arrivé ici? Parce que j'ai failli tuer 4 infirmières. Vous leur avez fait mal ou ça? Non, il arrive juste après le cordon de téléphone et pris au cou un peu. Pas étranglé, mais à peine un peu. La moindre frustration engendre de la colère chez lui et peut provoquer un déchaînement de violence. C'est ce point-là que l'équipe va tenter de travailler avec lui. Avec les repas, le moment du coucher est l'autre moment délicat de la journée. Les horaires sont stricts. Coucher à 20h, extinction des feux à 21h. Les soignants doivent récupérer tous les objets. Le shampoing ce matin, il est où? J'ai rendu. Rien ne reste en chambre la nuit. Ce soir, Stéphanie est de service aux côtés de Ludovic. Vous avez lavé vos dents? Oui. Vous me donnez la brosse à dents, le dentifrice? L'infirmière a l'habitude des malades difficiles comme Xavier, très maniaque avec ses affaires personnelles. Ah, c'est bon, je tenez. Et le pinceau, oui. Je peux l'essayer pour savoir s'il marche ou pas? Non. Je te l'ai essayé. Non. Vous le reposez. Vous le reposez. Je te l'ai essayé. Non, Xavier, vous le reposez. Je vous ai pas donné ça. Eh bien, vous le verrez demain matin. C'est pas pour maintenant. Merci. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas donné là? Les volets, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas l'heure du rasoir. Ok, Et à demain. il veut vérifier là maintenant tout de suite quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Il le fera demain matin. Ces patients difficiles se comportent comme des enfants le soir venu. Doucement, on se met en position pour... Du gâteau, j'avais Non, dit. on avait dit. Un chocolat et puis un gâteau. C'était moi qui décidais, donc on a dit, il y a eu un gâteau, un bonbon avant, maintenant il y a un bonbon, on verra pour le reste. C'est pas moi, c'est chocolat. Allez, là. Monsieur. Samir, stop, allez. Chaque soir, tous les malades sont enfermés à clé pour la nuit. C'est pas dur de fermer la porte à clé derrière eux? C'est pas dur. Le fait de fermer la porte en elle-même, si, c'est dur. Mais il faut fermer la porte. Voilà. Le fait de fermer les portes, oui. C'est là où on n'est pas dans le rôle de soignant, quoi. On n'a pas l'impression de des fois peut-être... Mais c'est une nécessité, quoi. C'est une nécessité. Ça se passe sinon? Mais on ne sait pas. C'est pas trop. C'est pas trop ce qui se passerait. On présume qu'il ne se passerait pas des choses très très positives, donc c'est pour ça qu'on ferme les portes. Si on pouvait les laisser ouvertes, on se ferait un vrai plaisir à laisser les portes ouvertes, il n'y a aucun problème là-dessus. Et si on les ferme, c'est qu'on a justement peur pour leur intégrité, pour l'intégrité des autres, pour voilà quoi. Pour la nôtre, pour celle des soignants, ouais. Dites-moi stop. Même les stores sont commandés à distance par les infirmiers. Ils ne se rouvriront que demain matin, à 7h précises. La sécurité, une obsession permanente. Tous ceux qui travaillent à l'UMD, de la secrétaire au médecin, ont dû suivre un stage pratique avant l'ouverture pour apprendre à faire face à la violence. Diversion fixe, groupe, sort. Et on se protège, super, on se replace. Tendez les bras. C'était 6 semaines avant l'ouverture. Parmi les stagiaires, Philippe, aide-soignant depuis 6 mois seulement, et Stéphanie, une infirmière aguerrie. Cette maman d'une petite fille travaille depuis plus de 15 ans en psychiatrie. Ça nous prépare à notre futur poste. On sait qu'on sera confronté à de la violence. Dégagement de prise de cheveux. Est-ce que quelqu'un se souvient? Pendant 4 jours, le personnel apprend à résoudre des crises, par les mots le plus souvent, et en cas d'échec, par des parades lorsqu'il faut se protéger. Alors, dans cet exercice, le formateur va leur montrer comment se dégager si le patient les attrape par les cheveux. Yves, tu me saisis. Quand vous allez sortir, regardez, ne sortez pas comme ça va pas marcher parce qu'il a toujours la prise. Vous sortirez quand lui va commencer à lâcher.
Et quand il va lâcher, vous lâchez votre main et ensuite vous sortez. Autre exercice, installer le patient de force sur son lit s'il est très agité. Comme si on voulait le remonter dans le lit. Donc on fait ça. Aurélien et Jean-Yves, les 2 formateurs, travaillent eux-mêmes en UMD. Et ce geste, ils le pratiquent régulièrement. C'est pas mal? Non, non, ça va. On se prend la main. On le serre pas. Est-ce que tu es étranglé là? Non, non. Voilà. Alors je suis sûr qu'il va vouloir se débattre un peu. C'est lui qui s'étrangle, c'est pas nous qui l'étranglons. C'est pas pareil, c'est son choix. Alors moi, dans mon service, ça m'arrive régulièrement quand quelqu'un est très agité. Et puis à un moment, il nous dit « Vous me faites mal ». On dit « Non, nous, on te fait pas mal. C'est toi, quand tu bouges, qui te fait mal. » Et il arrête de bouger. Fais attention de ne pas serrer, très bien. Place aux élèves. C'est Philippe, grand costaud de 50 ans, qui joue le patient agité. Philippe a été tour à tour pâtissier, barman, maçon. Mais il y a 6 mois, il est devenu aide-soignant. Ah oui, oui, oui. C'est confortable, Annabella? Franchement, je me force pas trop. Ouais. On va pas se faire mal non plus. Non, non, ça va. Pourtant, vous êtes plus fort que les 2 réunis, là. Oui, mais la méthode est apparemment imparable. Et c'est vrai que je ne peux pas bouger. Je ne peux pas. Alors imaginez, si vous la maîtrisez bien, tout le stress que vous allez vous retirer en faisant ça. L'ambiance ce jour-là est bon enfant. Tout cela n'est encore qu'un entraînement. Mais ensuite, il va falloir maîtriser pour de bon des patients. Il y en a plein qui se disent on est là pour soigner, on n'est pas là pour... Oui, tout à fait, mais à partir du moment où on peut risquer notre vie ou au moins notre intégrité physique, il y a un moment, il faut aussi, on ne peut pas se laisser massacrer, entre guillemets. Il faut aussi répondre un petit peu d'une façon mesurée à la violence qui nous est... qu'on nous fait subir, quoi. D'autres, comme Stéphanie, espèrent ne jamais recourir à la force. Je suis dans le soin, je ne suis pas dans l'affrontement physique, quoi. Et je tiens à rester dans le soin. Vous n'êtes pas surveillant de prison? Non, je ne le serai jamais. Voilà. Sinon, j'aurais fait une autre formation. Tous les ans, dans chaque UMD, des personnels sont victimes d'agressions physiques. Eux ont choisi d'y travailler malgré ce risque de violence. Et ils vont se rendre compte que la sécurité des lieux n'est pas toujours aussi optimale qu'ils le pensaient. C'est le cas ce matin à l'UMD. Par contre, on ne fait pas de bruit parce que Samir, ça le... Samir vient de s'échapper de sa chambre et a été rattrapé dans le couloir. Il a été remis en isolement dans la pièce voisine. Il a cassé la porte, là. Un coup de pied. Un coup de pied, il a cassé la porte. Il a redonné un coup là, il a cassé ça là. Il s'est retrouvé dans le couloir. Voilà. La dame qui fait le ménage qui s'en est rendu compte. Tout à fait. Mais elle a pas entendu la porte cassée. Mais quand elle a entendu le patient en train de parler dans le couloir, elle s'est cachée directement dans une autre pièce et elle nous a contacté de suite sur le DATI. Et ces portes, elles sont censées être... Blindées. Enfin, solides. Et là, c'est vrai qu'il a mis 3 minutes pour se casser. 3 coups de pied, et voilà. La femme de ménage qui l'a découvert, c'est elle, Cathy. Vous êtes un peu secouée? Non, pas du tout, pas du tout. Non, il faut avoir du réflexe, savoir se protéger. C'est le son de sa voix qui m'a dit qu'il devait être dans le couloir. C'est un métier risqué alors, ce que vous faites. Finalement, oui, vous voyez, mais on le savait quand même, on est un peu... On nous avait avertis, hein. Mais bon. Vous avez eu envie de venir quand même? Ah oui. Je suis pas peureuse, donc... Allez, on va aller arranger les dégâts de Samir. Et voilà. Samir, sois sage. Je suis pas contente. Samir, je suis pas contente, hein. Ah, je sais, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu as tout cassé, hein. Oui. Et tu crois que c'est bien? Ah, c'est pas grave, c'est pas comme il avait, m'oublier. Eh oui, c'est pas bien ce que tu as fait. Ah, ça veut dire, hein. C'est comme ça. Mais là, c'est vaché. Hé, mamie. Mamie. Tout à l'heure alors. Ok. La porte sera remplacée dans la journée par une porte plus solide. Le psychiatre convoque Samir. Ce n'est pas la première fois que ce patient casse une porte.
Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, il n'y a pas de problème. Non, mais quand on casse une porte, comme vous l'avez fait pour la combienième fois, c'est la combienième fois qu'il nous casse des portes, là? 3, 4e fois. Juste oui. Non, ça m'arrête. Même pas. Mais pourquoi à chaque fois vous cassez les portes? C'est pour me sortir de la merde. Je suis un vampire thriller. J'ai eu les clés la nuit. Les jours, je dors. Je suis un vampire thriller. Vous dormez pas. Vous faites quoi là? Je suis un vampire thriller. Comment? Ah oui, je suis le vrai. Bon bah Samir, ce qu'on va faire, c'est que comme vous avez dégradé votre chambre, vous allez malheureusement devoir rester pour l'instant dans la chambre dite d'isolement. Oui, j'aime bien ce chambre, j'aime bien. Ah bah si vous aimez, alors tant mieux. J'aime bien, c'est calme, c'est calme. Bon. Donc, ce qui est bien, c'est que vous ne faites du mal à personne. Non, jamais. Mais ce serait encore mieux si... Attendez, laissez-moi terminer. Ouais. Et ce serait encore mieux si vous arrêtiez, je le redis, de fracasser tout ce que vous trouvez. D'accord? Bon allez, vous allez retourner dans votre chambre, hein? Allez. Samir a passé la moitié de sa vie à l'hôpital. Son dernier séjour dehors, c'était il y a 6 ans. Le temps de se marier et de faire un enfant. 2 mois après son arrivée, nous constatons qu'il est toujours aussi agité. Que faire avec un tel patient? Son psychiatre s'interroge. Je viens de modifier le traitement, avec traitement assez puissant normalement. Bon, on va voir comment ça évolue, mais c'est pas encore gagné. Hein. Disons que c'est cyclique. On a l'impression que pendant une période, il y a une belle amélioration, il est plus accessible, moins agité, et puis d'un coup, c'est reparti. Mais bon, il y a un début de quelque chose, c'est vrai. Maintenant, c'est pas gagné. Non. On va voir. Bon, c'est un patient du MD. Cela fait également 2 mois que nous filmons Clément. Ce patient était arrivé ici après avoir frappé brutalement un infirmier. Il a hâte de voir ses proches. Les visites sont réglementées. Le psychiatre a autorisé sa famille à venir tous les 10 jours. Après 3 heures de route, ses parents et son amie Céline s'apprêtent à le retrouver. Lors de leur dernière visite, il n'allait pas bien. Dans quel état va-t-il être aujourd'hui? La surprise, il est là. Coucou, comment ça va? C'est la règle. Stéphanie et une autre infirmière resteront dans la pièce voisine pendant la visite. Bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour. Oui, on est gelé. Comment ça va, chérie? Même si sa famille a fait une longue route pour venir, ils ne pourront rester que 3 quarts d'heure ensemble. Ouais. Alors, on t'a ramené le poste avec une rallonge. Ça ira? Ouais, c'est bien. Tu es parfait. Je t'ai mis les aides aussi. Ah bah, il y a de quoi, oui. Bon, alors, Noël sont bonnes? Bon, mais ça va. Hein. Elles sont bien, chérie. J'espère que ça touche à sa fin. Oui, je pense. Tu crois qu'on va faire ça pendant 10 ans? Il y en a marre, hein. Ah oui. On t'a amené des petites friandises. Des macarons. Les proches de Clément lui apportent un poste de radio et de la nourriture. Des affaires qui seront contrôlées avant d'être remises aux patients. Sa mère et sa compagne paraissent très optimistes. Elles donnent l'impression que Clément pourrait bientôt reprendre une vie normale. Il est serein, là. Il est content, il voit le bout du tunnel, il a compris que la sortie elle était proche et il a envie de reprendre son activité, il a envie de vivre tout simplement. Même par rapport à l'attente, il est beaucoup mieux. Oui. Il le dit lui-même, il dit maintenant ça va, enfin je suis habitué, il dit ça va mieux. Bon, ça reste très dur, hein, il dit quand même, parce que ça reste très dur à vivre, mais ça va beaucoup mieux. Clément est bien entouré. La plupart des patients ne reçoivent aucune visite. Mais combien de semaines va-t-il encore passer ici? Et le supportera-t-il? Derrière les murs, le silence. On est loin des clichés sur les asiles de fous. L'endroit est étrangement calme. La sécurité, les chambres individuelles,
L'effectif important du personnel y contribue énormément. Mais l'autre pilier ici, ce sont les médicaments, que les patients prennent jusqu'à 5 fois par jour. Matin et soir, 2 infirmiers les préparent. Il y en a 2 armoires pleines à l'UMD. Clozapine, olanzapine, Dépakote, risperidone, des molécules au nom savant, essentielles aux malades. Elles apaisent l'agressivité, calment les angoisses, empêchent les convulsions, réduisent les tocs, régulent l'humeur. Un Lexomil, de l'Oxapac et un demi-séroplex. La nuit, il n'y a rien. S'ils ne prenaient pas tous ces médicaments, les patients, ils seraient dans quel état? Je préfère pas y penser. Et si certains sont là, c'est parce qu'ils ne prenaient pas de médicaments et qu'ils ont fait des actes. Voilà. Une pharmacie impressionnante, et pourtant les patients ne prennent pas plus de médicaments ici que dans les services de psychiatrie classique. La sécurité des lieux permet même parfois une chose étonnante, un arrêt quasi complet des médicaments pendant quelques jours, voire quelques semaines. On diminue petit à petit, on arrête le traitement, enfin, ou on en garde vraiment très très peu, pour voir comment le patient réagit, avant de réintroduire notre thérapeutique. Et on voit le traitement diminuer à vue d'œil, quoi. Des fois, on a 2 pages, on a un recto et verso, et puis on se retrouve plus qu'avec 1 page. En arrivant, certains patients absorbaient tellement de médicaments que les médecins ne savaient plus lesquels étaient efficaces. Ici, on prend le temps de tout revoir en profondeur et de faire du sur-mesure pour chaque malade. Bon appétit, messieurs. C'est un des avantages de l'UMD. Les services de psychiatrie classique, eux, ne peuvent pas se le permettre. La journée s'étire lentement. Certains déambulent et font les 100 pas dans le couloir sans raison. D'autres restent prostrés dans leur coin. C'est le cas de Cyril, le patient qui était angoissé par un problème de revue de moto. Il ne va à nouveau pas bien du tout aujourd'hui. Les soignants, eux, ont moins de temps à consacrer à chaque patient. Depuis que nous avons commencé à filmer, 20 malades sont entrés ici. L'unité est désormais au complet. Vous l'amenez pas toi, Alexandre? Non? Si, ouais. Je vous ai coupé la viande, Alexandre, puisque vous n'avez pas droit au couteau ni à la fourchette. Et le traitement normal. Selon les heures, ils sont 5 à 7 soignants pour gérer 20 malades. Stéphanie l'avoue, elle est davantage sur ses gardes qu'au début. C'est plus compliqué là maintenant qu'ils sont 20 patients, c'est plus difficile, vous faites plus attention. On est plus vigilant, beaucoup plus vigilant, ouais. Qu'est-ce que vous faites par exemple que vous ne faisiez pas avant? Je saurais pas le dire, mais bon, on est à l'affût de tout. On est à l'affût de tout, de ce qu'il y a derrière nous, de ce qui se passe. Tant qu'on n'en avait que quelques-uns, ça allait, on arrivait à prendre de la distance. On connaissait les patients, parce qu'on n'a pas eu... C'est arrivé petit à petit, donc... Mais là, 20 d'un coup, on est beaucoup plus attentifs. Forcément, ils nous observent autant qu'on les observe. Ils sont quand même à l'affût de la moindre faille. Puis en même temps, ils ont que ça à faire toute la journée. Nous observer. Voilà. Brusquement, tout dérape. L'alarme vient d'être déclenchée. Cyril s'en est pris à Martine, une infirmière, pendant le repas, et l'a insulté. Il est en pleine crise. 6 soignants l'emmènent de force en chambre d'isolement. Une seule solution pour l'aider à se calmer, l'attacher au lit. Oh putain! Qu'est-ce de pute! Ça veut on l'a cherché! Elle l'a cherché! Elle a dit en vérité! On n'a rien cherché du tout! Si! On se calme! Ouais. Sans les salles! Prenez les salles! Non! En première ligne pour le maintenir, Philippe, qui avait répété ses gestes à la formation. Il allait pas bien ce matin, ce patient? Non, il était pas bien en fin de matinée. À quoi vous le voyez? Il nous l'a dit. Il a dit qu'il était en colère. On a temporisé pour le repas et là de nouveau ça va pas. 3 mois après son arrivée, rien n'a changé. Cyril ne tolère toujours aucune frustration.
Le psychiatre lui a refusé l'accès à ses affaires personnelles pendant la sieste. Il ne l'a pas supporté. Il voulait avoir ses jeux, ses bouquins, tout, voilà. Donc le médecin a reposé ça avec lui. Il a mal pris, très très mal pris. Il est resté dans sa chambre jusqu'à... Excusez-moi, je suis un peu soufflé. Il est resté dans sa chambre jusqu'à midi, il est venu au repas. Il n'a pas voulu prendre les traitements. Martine a un peu insisté, et puis il l'a pris comme cible, quoi. Et voilà, ça s'est mal passé. La tension retombe. L'événement va être immédiatement consigné dans le dossier médical. Qu'est-ce que vous faites là, Elodie? On remplit les charges d'agression quand il y a des passages à l'acte. Ça nous permet de concrétiser un peu, d'objectiver les agressions. Autrement dit, tous les comportements violents sont notés dans le dossier du patient. Agression physique, automutilation, destruction d'objets, provocation, insultes, menaces. Les contentions sont très rares à l'UMD. Derrière ce déchaînement de colère, les soignants entrevoient, eux, l'immense souffrance de ces malades mentaux. Pour simplifier, avant d'avoir été agresseurs, ils ont tous été victimes. Voilà. 90%, presque 100%. La plupart ont été victimes de violences, d'abus sexuels, voilà, avant de devenir agresseurs. Même ça peut être victime de choses beaucoup plus subtiles, d'abandon, de rejet, de choses. Alors être rejeté une fois, deux fois, mais tout le temps, bon voilà. Comprendre ces êtres humains et parvenir à les soigner, un immense défi. Est-ce que vous voulez une autre couverture, Maxime? Ici, c'est le bout du bout, la dernière chance, le dernier recours. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas froid? Si l'UMD ne parvient pas à aider ces hommes gravement malades, personne n'y parviendra. Allez, bonne nuit, Maxime. Attendez, comme ça sera mieux. Et comme du pchit? Non, ça ira. Ah si, moi. Mais pas... Mais vous l'aimez quand même, ce métier? Ah oui. Ouais, par contre, tes collègues, pas le voir. Pourquoi vous l'aimez tant? Pourquoi j'aime mon métier? Pourquoi autant, oui. Parce que je me rends compte de ce que je fais au quotidien. Voilà. Je me rends compte de ce que je fais au quotidien, des patients qui évoluent, d'autres qui régressent. Et puis je les choisis. Et je dis pas que c'est de la vocation, c'est pas vrai. Mais oui, je l'aime. Des fois, j'en ai marre, hein. Ça m'arrive. Mais ils sont attachants, certains, pas tous. Travailler avec la folie, c'est particulier. Et ça laisse pas indifférent. Cela fait 4 mois que notre caméra a pénétré dans l'UMD d'Albi. Samir a passé les 2 premiers mois essentiellement à l'isolement dans sa chambre. Mais désormais, les soignants le sortent pour le mêler aux autres. Un vrai progrès. Samir. Samir. C'est un trésor. Il l'a soulevé. J'ai trouvé. Et voilà. Samir. Est-ce que vous pouvez être calme? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il y a une tristesse en secret. Parce qu'il y a un trou là. On met les babouches, Samir? Samir, viens. Samir. Il y a un trou. Oh, qu'il a les bras hauts. Samir, on met les babouches? Oui, ma bouche. Ta babouche, ma bouche. Samir. C'est mignon. C'était la babouche. Je l'appelle c'était la babouche. Un acteur comédien. Samir, ça suffit. Allez, c'est bon. Si Samir est l'un des malades les plus lourds, c'est aussi l'un des plus attachants. Samir, si ça commence comme ça, vous ne sortez pas. Hein. Samir, regardez-moi. C'est plaisir. C'est possible d'être sage? Oui, mais je veux de ne pas faire n'importe quoi. D'accord? Ouais. Promis? Promis. Bon. Samir continue de s'en prendre au matériel, mais son état s'améliore petit à petit. Les soignants arrivent à le recadrer plus facilement. Samir, ça suffit. De son côté, Clément a fait d'énormes progrès. Son traitement a été fortement allégé et il va tellement mieux que le psychiatre commence à évoquer avec lui la sortie de l'UMD. Comment ça se passe? Ça va. Ça va? Mieux, ouais. Je vois un peu le bout du tunnel. Ouais. Je me sens mieux. Bah moi aussi, hein, je vous sens mieux.
Ah oui, ça évolue bien. Hein, à chaque fois, je trouve, il y a une étape qui est franchie. Hein. Ouais. On a fait pas mal de travail avec la psychologue, notamment pour prévenir. Tout à fait. Donc voilà, j'espère que ça va me servir dans le futur. Que j'aurai pas à revenir vous voir. Ah bah écoutez, moi, alors là, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Hein. C'est de ne plus vous revoir à l'UMD. Ça, c'est certain. Je l'espère. Hein, non, vraiment. Hein. Ouais. Mais le suivi est hyper important. Hein. Voilà, le suivi et les traitements. Ouais. Et je vous l'avais expliqué, c'est minimum 2 ans de traitement. Très bien. Merci. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Est-ce que vous pensez qu'il peut mener une vie normale à nouveau? Alors une vie normale, oui, c'est tout à fait possible, mais il n'est pas à l'abri d'une décompensation. Et une décompensation peut-être même encore plus intense et plus grave, malgré les traitements, malgré le suivi. Hein. Malheureusement, ce sont évidemment des pathologies qu'on ne guérit pas. Hein. On les soigne, mais on ne les guérit pas. Une décompensation, c'est-à-dire une nouvelle crise très aiguë durant laquelle le patient perd le contrôle de lui-même. Dans ces conditions, n'est-il pas risqué de le laisser sortir? Cette décision, ce n'est pas le psychiatre qui va la prendre. Quelques jours plus tard, une matinée capitale pour Clément. La commission de médecins qui décide de la sortie des patients vient le rencontrer. Oui. Bonjour, docteur Villamo, c'est moi qui viens vous voir. Avec ma collègue. On va aller dans un bureau. Ce matin, le docteur Villamo et sa collègue, 2 psychiatres extérieurs à l'unité, vont examiner les gestes du patient, son regard, les mots choisis pour s'exprimer. Asseyez-vous, je vous en prie. Ils doivent évaluer à la fois son état de santé et son éventuelle dangerosité. Donc votre psychiatre pense que vous pouvez sortir de l'IMD. Donc c'est pour ça qu'on vient vous voir. Le psychiatre veut d'abord s'assurer que Clément reconnaît qu'il est malade. Qu'est-ce qui vous paraît important de nous dire, vous? Je suis rentré ici après un épisode poupée délirante, en fait, assez lourde. J'étais sorti de moi-même, quelque part. Et petit à petit, le temps a fait son chemin et je me suis retrouvé tranquillement ce que j'étais depuis toujours. Puis vient une question plus inattendue qui déstabilise Clément. Comment vous allez repérer que ça va de nouveau pas? Enfin, comment vous allez gérer éventuellement un épisode qui survient, qui n'est pas contrôlé par un traitement ou par... Si ça revient, disons que je connais déjà les éléments, je me connais un peu plus, donc je vais pouvoir prévenir si je peux. Comment vous voyez la suite alors? Comment ça va se passer pour la... L'idée c'est de regagner progressivement la société, de regagner progressivement mon travail. J'ai conscience de ma fragilité aujourd'hui, chose que j'avais pas jusque-là. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. À tout à l'heure. Vous l'avez trouvé comment, ce patient? Oh, là, visiblement, il a bénéficié des soins et il est stable. Hein. Il est stable, il a un bon contact, il parle facilement, il peut douter de est-ce que ça peut revenir. C'est pas une affirmation, ça ne reviendra jamais, ça fait partie de la réalité. Enfin, il est revenu dans la réalité, quoi. Donc, a priori, ça corrobore les éléments donnés du quotidien aussi, parce que c'est pas que cet examen ponctuel qui permettrait de dire tout va bien. Ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent, au fond. Hein. Mais là, il y a une qualité de la façon de le dire qui, quand même, plaide en faveur de l'authenticité de ce qui est dit, quoi. Le docteur Villamo a l'air favorable à la sortie de Clément, mais il doit encore convaincre les 3 autres médecins de la commission. Comme lui, ils sont nommés par le préfet et extérieurs à l'UMD. Ils ne connaissent pas les patients. Secret médical oblige, nous n'assisterons pas à ce débat. Sacha, lui, vient juste d'arriver d'un hôpital psychiatrique voisin. C'est le seul patient qui a accepté d'être filmé à visage découvert. Il n'est pas sous tutelle et a donc son libre arbitre.
Lucille, l'ergothérapeute, a compris que le nouvel arrivant aimait la nature. Elle lui propose d'aller jardiner. Un petit coin d'évasion entre deux grillages. Donc moi je pense le mieux c'est de mettre une rangée comme ça ici, là, tout le long. Sacha se retrouve ici car il a été violent avec un infirmier et a menacé son médecin dans son hôpital d'origine. Auparavant, ce gaillard d'1,95 m avait séquestré la vieille dame qu'il avait recueillie. Notre fraise chérie. Qu'est-ce que vous faisiez à Paris? J'étais à la rue, je me suis occupé de mon fils. J'ai un fils plutôt. Ouais. Il a quel âge maintenant votre fils? Il a 22 ans. Ah oui, c'est un grand. Et il est à Paris lui? Il est à Nice, il s'est marié avec une... Sacha joue avec sa pioche. Lucille prend immédiatement ses distances par précaution. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu votre fils? Ça fait 2-3 ans. Ah oui. Mais elle voit bien que le patient n'a aucune intention agressive et elle se rapproche rapidement. J'ai vu que vous vous étiez fait mal à la main là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ouais, je me suis énervé et je me suis coupé le doigt. Vous êtes coupé le doigt? En faisant quoi? En tapant dans un plat à couscous. B? Ça vous a fait mal? Non? Vous étiez en colère? Ouais, c'est surtout que j'ai perdu mon doigt qui m'a fait mal. Ouais. C'était important pour moi, c'était une arme. C'est quoi, pourquoi? Je comprends. Ah, vous êtes boxeur? D'accord. Et pourquoi vous êtes énervé comme ça? Parce que j'ai été énervé après ma grand-mère. Enfin, la mamie qui m'a accueilli. Vous arrosez maintenant? Eh ouais. Ça a de la gueule, hein. On peut leur donner des outils comme ça, même s'ils peuvent être dangereux? Bah, ce sont des outils pour faire du jardin. Donc ce sont des outils qu'on utilise tels quels. Donc après effectivement on est attentif, mais on n'est pas complètement obnubilé par ça. L'ergothérapie, j'utilise aussi des cutters. Bon, bah, c'est aussi un outil. Quand ils sont concentrés sur l'activité, ça reste un outil. Voilà. Après, nous, on est attentifs. Moi, je vais garder aussi des distances de sécurité par rapport à ça. Je ne vais pas forcément me coller juste à côté de l'outil. Et puis, au moment où ils partent, moi, je vérifie que tous les outils sont bien rangés, qu'il ne manque rien. À quelques mètres de là, Samir fait du basket avec Thibaut, l'éducateur sportif. Une activité choisie exprès pour l'aider à se poser. Non, 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 non. Basket, Samir. Basket. Concentration. Un peu plus haut, Samir, un peu plus haut. Ouais, joli. Ça, c'est très bien, Samir. Allez, on commence. Vous avez mis le premier. On va faire le parcours bleu. Eh bien, joli. Très bien, Samir. J'y apporte les ballons, je ne lui lance pas parce que le simple fait de le lancer, de faire un rebond au sol, ça peut l'exciter, le stimuler et donc il peut perdre toute sa concentration. Donc, du coup, j'y apporte le ballon pour vraiment qu'il se mette dans cet état d'esprit de regarder le panier, le ballon et marquer. Oh putain, j'ai compris, ça y est, ça y est. Samir, vous avez compris, c'est bien, mais il ne faut pas perdre cette concentration. Oh bah tu couris. Bravo. Non, doucement, Samir. Samir marque les 15 paniers du parcours et reste calme toute la séance grâce à la technique bien rodée de Thibaut. Vous aimez bien le sport? J'adore le sport, je fais le sport, natation, de faim. Je vais à un bout de brûler de faim. Ça vous fait du bien là, hein? Des cours? Ouais. Samir, Allez, Samir. Allez, on rentre. Allez. Samir. Allez, ça s'est bien passé, c'est concentré comme pour le basket. C'est super comme ça. Samir, aujourd'hui, est convoqué à un autre rendez-vous. Un rendez-vous dont il n'a pas bien compris l'enjeu. Le juge des libertés et de la détention se déplace avec sa greffière pour le rencontrer. Cette salle de réunion se transforme pour l'occasion en salle de tribunal. Un avocat a été commis d'office pour défendre Samir. Depuis juillet 2011, le juge doit vérifier que les patients internés dans ce genre d'unité ne le sont pas abusivement. Dès le départ, Samir va les surprendre.
Bonjour monsieur. Bonjour. Asseyez-vous monsieur. Bonjour. Prenez place. Oui, je vous en prie. Donc je suis magistrat. La loi prévoit que je sois appelé à intervenir pour, au vu des pièces du dossier, dire si l'hospitalisation est ou non justifiée. Voilà. Donc vous comprenez mieux mon rôle ? C'est dans votre intérêt, pour qu'il y ait un contrôle sur l'hospitalisation. Voilà. Devant la commission ou pas? Pour savoir si vous devez être hospitalisé, toujours ou pas. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça va aller pour moi, ça va aller. Écoutez-moi un petit instant. On explique qu'à de nombreuses reprises, quand même, vous étiez en état de délire, vraiment. Voilà, non, j'ai plus de délire, j'ai plus rien. J'ai plus de délire. Moi, j'ai un gosse qui m'attend, une femme qui m'attend. Il faut que je pour mes enfants, ma famille. Il faut le comprendre, ça. Vous vous rappelez de l'époque où vous déliriez et où vous vous mettiez en situation que vous vous preniez pour un animal? Vous vous en souvenez? C'est vrai, mais je suis pas un animal. Ça, on en est bien convaincu. Sinon, nous ne parlerions pas ensemble. Non. Évidemment. C'est pour s'amuser, voilà. C'est tout, c'est pour s'amuser. On explique que vous avez eu parfois des comportements agressifs, plus exactement des menaces. J'ai eu ça, mais je n'ai pas passé à l'acte. Je n'ai pas jamais à l'acte. Je ne tuerai jamais une personne avec une arme. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que vous pensez de votre hospitalisation? Est-ce que vous pensez qu'elle doit être poursuivie ou pas? Non. Bien. Non. Alors on va donner maintenant la parole à votre avocat, Maître Alary. Je pense que, même si je suis à contresens de ce que demande monsieur, je pense que la qualité du personnel soignant de cette unité doit encore être mise à l'épreuve pendant quelques temps, parce que je ne suis pas absolument certain que les soins pourraient se poursuivre en milieu totalement ouvert et hors d'une unité médicalisée. Je crois qu'il faut regarder les choses honnêtement. Donc je m'en remets à votre appréciation et à l'avis des psychiatres qui figurent aussi. Bien, je vous remercie. Chose étonnante, l'avocat se fait un instant procureur, préférant prendre la défense de la société plutôt que celle de son client. À tout à l'heure. Le juge fait sortir Samir, le temps officiellement de prendre sa décision. Une pause formelle en réalité. Il s'en remet quasiment toujours à l'avis des psychiatres. Il n'y a jamais de surprise au niveau de l'entretien. Ce n'est rien d'autre qu'une consécration de ce qu'on peut voir à la lecture des certificats médicaux. Donc vous ne pouvez que confirmer l'hospitalisation? Oui, nécessairement, lorsque les pathologies sont lourdes et avérées. Asseyez-vous, maître. J'ai décidé de maintenir l'hospitalisation. Voilà. Le temps pour vous que votre état s'améliore. Voilà. C'est positif? Pardon? C'est positif? J'ai pas bien compris là. C'est positif? La question. C'est bon? Non, je crois qu'on ne s'est pas compris là. Ah ouais, j'ai compris. Voilà. Voilà, vous pouvez y aller, monsieur. Au revoir, monsieur. Et prenez déjà un peu pour les temps. Au revoir, monsieur. Ça mérite, vous n'avez rien. Voilà. Ça ne mérite, ça pourrait le mérite. J'ai bien compris. Voilà. Bon courage, monsieur. Ouais, ça va bien, vous, hein? De vous. Il n'est pas mort, ça, mais elle n'est pas mort. Hein. Vous aussi. Allez, ciao. Depuis l'ouverture de l'unité, le juge a confirmé le bien fondé de toutes les hospitalisations. Sacha est là depuis quelques semaines. C'est l'un des patients les plus imposants, une vraie force de la nature. Cet ancien boxeur aime bien provoquer les autres malades, les impressionner avec sa carrure. Rachid, l'aide-soignant, intervient car il sait que le jeu peut très vite mal tourner. Éviter le contact physique, de taper sur l'épaule, de taper sur le dos et tout. C'était sympa, mais vous avez de la force. Et vous rigolez, sauf que quand il vous fait mal, vous le dites aussi. Hein? Non, mais vous rigolez, mais quand il vous fera mal, vous rigolerez moins. Évitez le contact physique. Soyez sympa, Sacha, s'il vous plaît. On vous l'a déjà dit, je vous le redis. En entretien avec le psychiatre, nous découvrons une toute autre personne. Un marginal abîmé par 20 ans de squat et de rue. Bien. Alors, Sacha,
Comment ça se passe? Ça se passe comme ça. C'est pas la joie? Ouais, c'est pas la joie. Ouais. Moi, j'ai violé personne, j'ai tué personne. Je me sens pas dangereux, quoi. J'ai tapé personne, j'ai poussé un infirmier, c'est tout, quoi. Je peux pas... ma dangerosité, quoi. Je dirais alors, vous n'avez tué personne, ça on est d'accord. Mais potentiellement, vous pouvez quand même être parfois avoir des comportements qui peuvent faire peur aux autres déjà pour commencer. Potentiellement, je suis quelqu'un déjà qui s'est fait tout seul dans la rue, quoi. Donc a dû apprendre à se défendre tout seul, quoi. Ouais. Donc je peux pas me permettre de... Oui, mais j'entends bien ça. De me laisser envahir, quoi, ou quoi que ce soit, quoi. Ça, j'entends bien. Mais ce que vous ne percevez pas, Sacha, c'est que ça peut très vite dériver sur des problèmes quand on se comporte comme ça. Ça peut arriver encore. C'est peut-être pas encore arrivé, mais potentiellement ça peut arriver. C'est-à-dire que tout peut arriver. Quand on joue, mais non, mais quand on joue... Potentiellement, je peux m'énerver ici, et puis vous attraper par les cheveux et vous mettre la tête dans le micro-ordinateur. Potentiellement, tout peut arriver, quoi. Qu'est-ce qui va m'arriver après? Il faut que je réfléchisse, qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, justement, qu'est-ce qui risque de vous arriver alors? Il y a Florent qui va me tomber dessus. Je sais que vous êtes toujours dans une certaine provocation. Ça, c'est, je veux dire, c'est pas grave. C'est pas ça qui est grave. Je préférerais que vous soyez dans un comportement peut-être un petit peu plus adulte, non? Je veux dire, vous avez quel âge maintenant? Adulte. Qu'est-ce que vous voulez être adulte dans un contexte comme l'UMD, franchement? Où je me lève, je me couche à 8h, je me réveille à 7h30, je déjeune, j'attends toute la journée, je fais rien. Qu'est-ce qu'il y a d'adulte vous faites rien. Ce n'est pas vrai. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein? À bientôt. Cet ancien enfant adopté semble tenir des propos cohérents. Mais il a du mal à vivre au milieu des autres et à contrôler son impulsivité. 20 années d'errance sont passées par là. Moi, j'étais à la rue à 15 ans. Avant, j'étais en liberté. Je voyageais à travers la France. Et sans argent, sans rien. Hein. Sans papier, sans rien. Je voyageais à travers la France. Si quelqu'un voulait me parler, je lui parlais. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un voulait manger avec moi, je mangeais avec moi. Pas de problème. Mais j'étais vraiment hors société, quoi. Dur, non? C'est la vie sans famille, hein. Avec les copains, quoi. De survie, quoi. Ça vous arrive souvent de vous énerver, de ne pas arriver à vous contrôler? Plus maintenant. Maintenant, j'arrive à me contrôler. Mais avant, c'est vrai que je partais vite en live. Maintenant, je me contrôle bien, maintenant. Mais c'est pas... Je sais pas si c'est dû aux hôpitaux. Je crois que c'est dû aux hôpitaux un peu, ouais. Mais de toute façon, même, je vais dans l'hôpital, il y a un mec qui parle mal ou qui veut me mettre une cacahuète, je rentre dans l'art. Hein. Ça changera pas. Hein. Vous avez quel âge? J'ai 40 ans. Un bel âge? Ouais, mais... Pour moi, c'est pas un bel âge. Pour moi, ça s'est mal passé, quoi. Entre mes 30 ans et mes 40 ans, j'ai gâché un peu, quoi. Le parcours chaotique de Sacha et sa franchise désarmante le rendent touchant, même s'il minimise toujours sa propre violence. À la tombée de la nuit, les malades se retrouvent livrés à leurs angoisses. Samir s'adresse souvent à sa mère via notre caméra. Écoute, maman, je t'aime. Je t'aime, maman. Un jour, j'irai rentrer à la maison. Un jour, quand ça se passera bien, que ça me commence à aller bien, que j'irai mieux et tout ça. D'accord, maman? Qu'est-ce que c'est? Jean-Marc. Ça y est? Ça va mieux? Vous voulez pas aller faire un tour de cours? Ah, surtout pas. Les gens qui ne veulent pas accepter dès le début, c'est Ok. Jean-Marc est énervé. C'est un patient extrêmement délirant. Stéphanie le laisse se calmer.
Mais le répit va être de courte durée. Jean-Marc. La reine d'Angleterre peut arriver maintenant. Jean-Marc, vous allez venir avec nous, vous allez aller en chambre. Hein? Allez. La reine d'Angleterre est en bas. Vous avez même réuni aucune politesse. Allez. Devant une personne âgée comme ça, vous êtes lamentable. Je tiens la porte, Sofiane, j'ai ouvert la chambre. Jean-Marc est isolé du reste du groupe pour éviter l'escalade. C'est l'heure du coucher, fin d'une journée ordinaire à l'UMD. Un matin de mars, 4 mois après l'ouverture de l'UMD, son personnel va vivre son premier succès. Un des patients va beaucoup mieux et c'est aujourd'hui son jour de sortie. La commission a donné son feu vert. Dans quelques heures, Clément quitte l'UMD. Bonjour. Alors? Ça y est. Dernier jour. Dernier réveil. Dernière matinée surtout, parce que c'est dans pas longtemps, dans moins d'une heure. Ouais. Ça fait comment? Ah, je suis content. Je sors enfin de ce cauchemar, quoi. Pour une nouvelle vie. J'amène le petit déjeuner, parce qu'il va pas tarder avec l'heure. Ouais, il faut se dépêcher là. C'est l'heure du pactage. Stéphanie rassemble les dernières affaires de Clément. L'heure aussi de retrouver certains objets du quotidien. Le régime de l'UMD est aussi strict que celui de la prison. Tous les accessoires qui peuvent être dangereux restent sous clé jusqu'au jour de la sortie. C'est le retour des lacets, 3 mois et demi après. Vous n'aviez pas le droit à lacet, c'est ça ici? Non, on n'a pas le droit ici au lacet. Ni aux ceintures. Ça donne envie d'aller crapahuter de nouveau dans la rue. De mettre ses chaussures et de s'évader un petit peu. Derniers allers-retours dans la cour avec son copain Vincent. Cet homme était incarcéré pour le meurtre de sa compagne. Il a été placé temporairement ici car il était très agité en cellule. Dans les UMD, un patient sur 7 arrive directement de prison. Ça fait combien que tu es là, toi, déjà? 3 mois et demi aujourd'hui. 3 mois et demi? Ouais. C'est énorme, hein? Ah ouais. T'as galéré, hein? Ici, ça compte double. Ça compte double ici, ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire à Paris maintenant? Je rejoins mon hôpital. Ouais. Origine, je sais pas pour combien de temps non plus. Et tu auras des visites aussi? Je pense que ça sera plus relax. Modéré. Plus relax qu'ici, ouais. Plus relax qu'ici? Ouais, ouais. Ah, plus pire qu'ici, il n'y a pas, je pense. Non. On appelle ça le gouffre de la mort ici. On est dans le gouffre de la mort, on n'est pas bien. Donc lui, il part, au moins ça me fait plaisir pour lui. Moi, bientôt, peut-être, je veux partir, si Dieu le veut. Voilà, quoi. Bon, c'est arrivé? Ça y est? Ça y est. Allez, c'est parti. Bon, bah les copains. Allez, bon courage. Salut les copains. Ah ouais. Bonne route à vous tous. Merci. Regarde pas tant, hein. Salut. Eh ben, même connerie que la dernière fois, hein. Prenez soin de vous. L'arrêt d'honneur. L'arrêt d'honneur. Oh là là. Tout ça pour vous. Bonne continuation. Ouais. Bonne continuation. Merci à vous. Merci. 700 km de route attendent Clément. Mais le jeune homme ne va faire qu'entrevoir les paysages. C'est la règle, il retourne directement de là où il vient, un service de psychiatrie près de son domicile, avant de pouvoir rentrer un jour chez lui. Pour les autres, la routine continue, derrière les grilles. Mais il n'y a pas que des patients qui quittent l'UMD. Au bout de 6 mois de travail, Philippe vient de jeter l'éponge. Cauchemar, stress, insomnie. L'aide-soignant que nous avions filmé en formation a craqué. Il a eu le courage d'en parler devant notre caméra. C'est quelque chose qui s'est fait crescendo. Au tout début, ça allait, et petit à petit, la pression est montée, jusqu'à un moment où on se rend compte qu'on va au travail avec un nœud dans le ventre. Le soir, quand on pose, ou le midi, enfin, quand on a terminé, qu'on pose ses affaires au vestiaire, on se dit, enfin, je parle toujours pour moi, hein, ouf, il ne s'est rien passé aujourd'hui, ni pour moi, ni pour les collègues. Et le lendemain, ça recommence, et toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus. Vous aviez peur d'une agression? Oui, oui, oui.
oui, c'est pas évident de s'avouer et d'avouer aux autres qu'on puisse avoir peur, mais je suis bien obligé de le dire. Oui, j'ai eu peur. Oui. Pour moi, pour les autres, parce qu'une situation peut vous échapper et ça peut être lourd de conséquences, quoi. Philippe est toujours aide-soignant, mais il a rejoint un service psychiatrique classique. Aujourd'hui, l'UMD reçoit de nouveaux visiteurs. C'est la maman de Samir, celle à laquelle il s'adressait devant notre caméra, accompagnée de son mari. Ils sont à la fois impatients et anxieux. Leur dernière visite remonte à 4 mois. Ils ne savent pas dans quel état ils vont retrouver leur fils. Chaque fois, c'est nouveau. On ne s'est fait jamais. On est impatient de le voir, comment il va être, s'il a migré, s'il a grossi, s'il est bien, s'il ne délire pas, si s'est amélioré. Alors tout ça, on l'attend. Vous les rencontrez, Samir arrive, accompagné de 2 soignants. Il a les larmes aux yeux en embrassant ses parents. Alors ça va? Ça va, ça va. Ça va, dis-moi comment tu vas. Ouais, ça va, je travaille ici, je suis content. Je travaille ici avec les infirmiers, les médecins. C'est un magasin de remèdes. Tu me crois maintenant? Je te crois. Et moi, c'est mon avenir ici. C'est mon avenir. Je vais rester ici pour guérir les malades. Tu comprends? Je comprends. C'est vrai, non? T'as compris? Oui, j'ai compris. Samir est très calme, mais continue de délirer. Difficile dans ces conditions d'avoir une conversation très élaborée. L'essentiel n'est de toute façon pas dans les mots qui se disent. 1 heure déjà s'est écoulée. Il est temps de se séparer. Tu gardes pas. Hein. Allez, courage. On se prend un temps. Je la prends. T'es heureuse, tu vas la tenir ça. Allez. Accroche, t'arrête pas. Samir est étonnant. C'est lui qui réconforte son père et sa mère. Ne pas ça la route. On fait mon ass. Réveille-toi. Comme ça, il va pas tout pour moi. Tu vas bien. Oui, ça va. Toi aussi. Ouais. Viens, voilà la part, comme ça, tu vas sortir d'ici. D'accord. Au mois de novembre, hop. D'accord? Inch'Allah. D'accord? Allez, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Et à bientôt. Au revoir. On y va, Samir? Allez, j'ai compris. Allez, va. Des bips, des serrures. Bisous. Au revoir. Ne viens pas. Ciao. Des portes qui claquent derrière leur fils. Le quotidien de ses parents depuis 6 ans. C'est comme ça à chaque fois. On a le cœur gros en venant et en partant. Vous l'avez trouvé comment alors aujourd'hui? Ça va. Un peu délirant quand même. Mais ça va. C'est dur de voir son propre enfant enfermé? Très dur. Très dur. Je crois que la chose la plus pénible qui soit. Pour des parents. Pour une mère. On aimerait bien être à sa place, mais on ne peut pas. Au moins des fois, de temps en temps, prendre sa place. Lui laisser souffler. Parce que ça fait quand même longtemps qu'il souffre. Cette mère a pourtant eu sa part de malheur. Samir n'est pas son seul fils malade. Dans la famille, 3 des 5 enfants souffrent de problèmes psychiatriques. Pour Sacha, il y a du nouveau, 5 mois après son arrivée. La commission qui décide de la sortie des patients va bientôt se pencher sur son cas. Sacha se voit déjà dehors. Il a l'air sûr de lui et croit maîtriser la situation.
moi je vais partir bientôt. Ouais. Normalement, je passe ma commission et je dégage. Et vous, Sacha, vous pensez que vous allez sortir? Oh ouais, je vais faire des beaux sourires. Tu vas faire une chanson, voilà. Je vais faire une chanson. Une partie d'échec. Tchac, tchac. Ça suffit les beaux sourires? Tu aurais son courrier à ça? T'inquiète pas, j'ai mon programme dans la tête. Autrement dit, une stratégie de séduction pour amadouer la commission. Vous avez peur des questions qui vont vous poser? Non. Les questions, c'est comment ça s'est passé mon séjour ici. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Si je veux me marier, je vais me marier avec Lucille. C'est pas possible, je suis déjà prise. Elle est déjà prise. Sacha est confiant, pourtant il a agressé récemment un patient. Vous pensez que ça va bien se passer à la commission? Bah ouais. À part que j'ai planté une fourchette dans le bras à Samir. Vous avez planté une fourchette dans le bras de Samir? Ouais. Mais c'était pas méchant, quoi. J'ai pas voulu le planter, quoi. C'était juste, il m'énerve, hop. Vous avez peur que ça joue à la commission? Ouais, j'ai peur, ouais. Parce que pour tout le monde, c'est une arme, quoi. Or que c'est un outil, quoi. C'est-à-dire? Ben, une fourchette, c'est un outil. On mangerait avec des baguettes, je remets un coup de baguette. De l'avis des soignants, le geste n'était pas très violent. Le psychiatre souhaite que Sacha sorte pour laisser la place à plus dangereux que lui. Reste à convaincre la commission dans quelques semaines. Samir est à l'UMD depuis maintenant 6 mois. La commission qui décide de la sortie des patients se réunit à nouveau aujourd'hui. La loi les oblige à examiner automatiquement son cas. Son psychiatre commence par faire le point. On se rendait compte qu'il était vraiment toujours très angoissé de ne pas savoir ce qui allait se passer dans la journée. Et souvent, quand il dégradait le mobilier, les portes, etc., c'est parce qu'il il avait des angoisses intenses et il voulait savoir ce qui allait se passer dans l'heure qui suit, etc. Donc on lui a fait un planning. Et à partir de là, ça s'est vraiment quand même nettement amélioré. Hein. Donc il y a disparition des automutilations, disparition de la dégradation du matériel, une meilleure capacité de concentration lors des différentes activités et un meilleur contact avec les autres patients. En tout cas, c'est un patient pour lequel, au début, on n'aurait misé aucun copec, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Le médecin trouve que Samir va mieux, mais est-ce suffisant pour qu'il parte? Comme pour Clément, 2 médecins de la commission vont à la rencontre du patient. C'est pour la commission. Merci beaucoup. Vous êtes monsieur? C'est vous qu'on vient voir. Samir est anxieux, il veut sortir, il fait tout pour les séduire. Tu n'es pas vraiment tenu comme ça? Ça ira. Non, moi, c'est le principal. Bien, donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on vient vous voir et à quoi ça va servir cet entretien? Ben, ça va servir que je vais rapprocher plus de ma famille. J'ai un gosse de 5 ans. Oui. Et donner beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Et puis de les faire apprendre beaucoup de choses dans la vie. Et puis de voir ramener à Disneyland. J'ai beaucoup de projets pour mon fils. Et plein d'amour, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passent les journées ici? Ce que vous faites? Ben, on joue aux cartes. On joue aux cartes. On fait la peinture. Vous faites de la peinture? Je fais de Picasso, moi. Oui. Picasso, Van Gogh et puis abstrait. Et ça, mon boulot, je vais faire plus tard, avec mon gosse. Oui. Et ça vaut très très cher. Par exemple, vous voulez vous dessiner? Vous voulez vous dessiner? Peut-être pas, hein? Non, nous, on vient voir un petit peu comment vous vivez votre hospitalisation ici. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour vous puissiez un montrer. jour, on verra bien, sans se voir à Argelès ou alors à Canet. Moi, je ferai un magasin là-bas et vous me verrez si vous venez avec moi. Oui.
Une demi-heure plus tard, l'un des psychiatres revient lui donner la réponse de la commission. On pense effectivement que vous avez des soins ici qui sont tout à fait intéressants, que vous avez entre votre admission, c'était il y a 6 mois, hein, presque 6 mois, jusqu'à maintenant, vous avez fait de gros progrès. Oui, c'est vrai. En même temps, on pense qu'effectivement, au vu de toutes les rechutes que vous avez fait avant, qu'il vaut mieux que le traitement, votre évolution soit plus solide pour ne pas prendre le risque en voulant aller trop vite d'une nouvelle rechute et de recommencer le circuit d'hospitalisation. Je suis déçu. Je comprends que vous soyez un peu déçus. En même temps, nous, on n'est pas là pour penser à vous faire plaisir aujourd'hui. On est là pour que votre projet de sortie ait le maximum de chances de réussir. Et on pense que c'est encore un petit peu trop fragile maintenant. Tout ne s'arrête pas aujourd'hui, au contraire. Je sais pas. Allez, c'est bon. Voilà. Malgré sa déception, Samir fait l'effort de serrer la main du psychiatre de la commission. Laurent l'infirmier sent malgré tout que Samir est très tendu. Il tente de le raisonner. C'est la commission qui choisit. C'est la commission. Le docteur Stéphane n'a rien à voir. D'accord? Ah, attends. Samir vient de claquer la porte. L'infirmier décide d'intervenir avec un agent de sécurité et de l'amener dans sa chambre avant qu'il ne devienne incontrôlable. Ce qu'il vous faut entendre, Samir, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès. C'est important, ça. C'est important. J'en fais tout, c'est sûr. C'est un peu trop fragile. Regardez comment vous vous énervez, là. Vous leur donnez raison à la commission. Ouais, c'est vrai. Je me donne pour rien. Hein? Non, faut que je finirai. Non, vous finirez pas ici, Samir. Le problème, il n'est pas là. Est-ce que ça va aller, Samir? Vous voulez que je vous amène si besoin? Hein? Samir? Et mourir, c'est mieux. Non. Moi, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites ça. Ouais, c'est vrai, ça dort. Allez. Samir, vous... Non. Vous restez là, Samir. T'arrêtes pas. On vous a déjà expliqué 15 fois. Mais t'arrêtes pas, ça c'est bon. Non. Non, Samir, restez là pour l'instant. On vous a déjà dit, Samir. Alors, je vais vous reposez-vous un peu. Et pas de bêtises, Samir, je reviens d'ici 10 minutes. C'est qui parle? Je vous baisse un peu les volets, Samir, hein? Que vous posiez un peu. C'est beau. J'étais sûr qu'il allait faire un truc. Ouais. Non, mais c'est normal, hein. Dans 10 minutes, Samir. On repasse dans 10 minutes, on vous le donnera. Ouais, c'est pas grave, allez. La porte de la chambre de Samir se referme une nouvelle fois. Pour combien de temps encore? L'UMD peut-elle le soigner? Pourra-t-il un jour sortir de ces murs? Et quelle sera sa place au sein de notre société? La plupart des patients ont quitté l'UMD au bout de quelques mois pour retourner à l'hôpital psychiatrique ou en prison. Mais d'autres sont toujours là un an plus tard. Ces malades inadaptés, délirants, violents, ont parfois une lucidité inouïe, comme Cyril. Je suis malade depuis petit, on ne peut pas me la soigner ma maladie. On ne peut pas me la soigner ma maladie. Parce qu'on a tout essayé. Tous les hôpitaux ont tout essayé, ils n'ont rien à faire. Eux, ils essayent tout et ils ne peuvent pas. Ce qui enferme avant tout Cyril et les autres patients, ce ne sont pas les murs, les grillages. C'est leur maladie, à jamais.
Oui, vous venez d'entendre les mots émouvants de ce patient Cyril qui le dit « Ma maladie, je l'ai depuis tout petit et même ici, ils ne peuvent rien faire ». Alors, on va en parler de tout cela avec le psychiatre Alexandre Baratta, praticien à l'UMD de Sarreguemines en Moselle. Bonjour, docteur. Bonjour. Y a-t-il des cas dont vous savez qu'ils ne retrouveront jamais une vie normale? Et on pense peut-être plus spontanément à ce patient, à Samir, qui nous le dit, il fait la panthère, il fait le dauphin. Il est bouleversant, mais est-ce qu'il peut être soigné, Samir? Samir peut être soigné, guéri. Ça, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas guérir de schizophrénie. C'est une donnée qu'on connaît assez bien. Le problème de Samir, c'est qu'il est dangereux, certes, mais il ne s'attaque qu'au mobilier et il n'a pas de réaction d'hostilité contre les personnes. Lorsque ces troubles du comportement, un type de destruction du mobilier, aura suffisamment régressé, la commission des experts pourra décider d'un retour dans son hôpital psychiatrique. Est-ce qu'on est sûr de trouver dans ces UMD les fous les plus dangereux de notre société? Ou y en a-t-il encore dans les hôpitaux psychiatriques classiques, j'allais dire? Alors, se retrouver par accident en UMD, c'est quelque chose d'assez rare. Tous les patients qui sont envoyés en UMD, à un instant de leur vie, ont été violents. Alors, certains, de temps en temps, ont des profils quand même beaucoup plus légers, pour qui on est quasiment sûr qu'au bout de 6 mois d'hospitalisation, pourront retourner à leurs hôpitaux respectifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de sortie sèche de l'UMD. C'est-à-dire qu'on ne sort pas directement de ces unités pour retourner à la maison. Tout à fait. On sort en hospitalisation d'office et on retourne en hospitalisation d'office dans l'hôpital d'origine. Donc on reste hospitalisé sous contrainte. Le patient passe devant la commission tous les 6 mois et la commission évalue si l'état du patient est compatible avec un retour dans son hôpital ou une poursuite des soins en UMD. Certains patients sont prêts à être violents quelques jours avant le passage de la commission, pour volontairement y échouer, pour rester 6 mois de plus. Parce qu'ils ne se sentent pas aptes. Parce qu'ils ne se sentent pas aptes et que le monde extérieur leur paraît trop angoissant. Alexandre Baratta, peut-on s'évader d'une UMD? Alors, l'UMD reste un hôpital, donc on parle de fugue et pas d'évasion. Alors, les fugues sont assez rares. Il y a eu des tentatives de fugue ces dernières années, notamment un patient qui est hospitalisé à Sarreguemines, qui a arraché le WC de sa chambre et qui a pu défoncer la fenêtre. Et il a tenté de descendre avec les draps. Les draps ont cassé et le patient s'est retrouvé 10 mètres plus bas avec les 2 jambes brisées. Mais à part ce cas de figure assez récent, cette tentative de fugue, je n'en ai pas connu d'autres. Vous avez des patients qui passent toute leur vie en UMD? J'ai quelques exemples de patients à Sarreguemines qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années et pour le plus ancien qui est là depuis 30 ans. Quels sont les profils de ces patients? Ce sont des patients qui souffrent d'une maladie mentale sévère, qui ne sont pas stabilisés, qui sont déjà passés à l'acte. On a quelques qui ont tué, tout à fait, voire violé et tué. Et on sait que s'ils ressortent, le risque est vraiment majeur de récidive. Donc ces gens-là n'ont quasiment aucune chance de retourner en hôpital psychiatrique ou dans la vie civile? Alors il s'agit d'un cas minoritaire. Pour ces patients-là, tout à fait, on a peu de chances de les croiser dans la rue. Après, il faut savoir que 80 à même 90% des patients qui sont patients en UMD pourront un jour sortir d'hôpital psychiatrique et seront à nouveau dans la vie civile. Merci beaucoup Alexandre Baratta pour cet éclairage sur ces unités de malades si difficiles. Vous saurez désormais ce que l'État déploie comme moyen pour tenter de soigner ces pathologies dangereuses. C'est la fin de notre émission, mais la soirée continue avec Enquête exclusive et Bernard de la Villardière. Merci encore de votre fidélité.